Donc, je suis Chloé Séché du RTES. Je suis chargée de mission au RTES, le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui organise cet échange sur la place de l'économie sociale et solidaire dans les projets alimentaires territoriaux. Cet échange s'inscrit dans un cycle que le RTES a lancé en octobre 2020 sur alimentation durable et économie sociale et solidaire. Et nous nous retrouverons chaque mois autour d'une clé spécifique, autour de cette thématique. Si vous souhaitez, si vous n'avez pas eu l'occasion de suivre les précédents échanges, ils sont tous en ligne et revisionnables sur le site du RTES. Et de la même manière, les prochains le seront également. Donc aujourd'hui, cet échange porte sur la place de l'économie sociale et solidaire dans les projets alimentaires territoriaux. Projets alimentaires territoriaux qui ont été instaurés par la loi d'avenir pour l'agriculture de 2014, qui encourage leur développement et qui ont pour objectif de relocaliser et l'agriculture et l'alimentation dans les territoires à travers tout un ensemble de démarches et surtout sur une logique participative et d'élaboration collective par les acteurs d'un territoire, ces acteurs d'un territoire pouvant être des structures, des citoyens et ou des collectivités territoriales. Aujourd'hui, un accent qui est mis sur ces plans alimentation territoriaux, puisque le plan de relance a vraiment l'ambition d'amplifier cette dynamique et il consacre des moyens très importants, puisque près de 80 millions d'euros sont fléchés sur ces projets alimentaires territoriaux, soit pour venir soutenir des projets déjà existants, soit pour accompagner des projets émergents en lien avec le Programme national pour l'alimentation. Par rapport à notre échange d'aujourd'hui, nous avons fait appel à 2 retours d'expérience de projets alimentaires territoriaux qui en sont à des états différents de leur développement, mais vous le verrez à travers leurs témoignages. Donc on a fait appel à Marine Corinthe, qui est chargée de mission innovation sociale à l'EPT Roissy Pays de France et qui nous parlera donc du PAT de Roissy Pays de France, et Patricia Andriot, qui est conseillère communautaire d'Auberive-Vingeanne Montsaugenais, qui est une communauté de communes située en Grand Est, Vanessa Chanca, qui est animatrice du PAT du Pays de Langres, Aline Pain-d'Avoine, qui est directrice d'une structure d'insertion dont elle vous parlera, et Louis Le Toré, qui est directeur de la maison de Courcelles, qu'il vous présentera également juste après. Ce sont des échanges assez courts, donc je passe tout de suite la parole à Marine Corinthe. J'arrête mon partage d'écran. Marine, juste une vérification, est-ce que c'est bien toi qui partages ton écran? Ouais. Ok, super. Alors, je regarde juste si tout vous... Est-ce On que voit, c'est... on voit bien, par contre, pas en plein écran, mais Voilà, normalement... Ah, c'est bon. c'est tout bon. Eh bien, je t'en prie, je te laisse présenter la démarche engagée sur l'agglomération Roissy Pays de France. Ça marche. Merci. Merci pour de me donner la parole. Du coup, effectivement, donc rapidement sur le... En fait, je vais vous redresser... Enfin, je vais vous partager finalement le récit un petit peu de notre parcours un petit peu en termes chronologiques pour un petit peu vous expliquer comment on en est arrivé à ce projet alimentaire territorial. Donc, très rapidement, déjà, le territoire de l'agglomération. Donc, voilà, c'est un territoire assez jeune qui a été créé en janvier 2016. C'est une fusion de plusieurs territoires. Donc, on est sur 42 communes réparties sur 2 départements, sur le Val d'Oise et la Seine-et-Marne. Donc, voilà, 350 000 habitants. On est sur un territoire qui présente de forts contrastes, à la fois une forte urbanisation, mais également des territoires agricoles assez étendus. On est quand même à 52% de l'espace qui est réservé aux espaces agricoles. Et voilà, on est sur un territoire qui a de forts enjeux économiques et sociaux, à la fois une concentration d'activités économiques autour de la zone aéroportuaire, donc de Roissy-Charles de Gaulle, qui est sur notre territoire, mais également voilà, des forts taux de chômage et de précarité assez importants, avec des inégalités de revenus très importants. Donc voilà, pour répondre à ces enjeux économiques et sociaux, voilà, il y a différentes politiques qui sont menées sur le territoire, et notamment en matière d'ESS. Depuis 2014, voilà, l'ESS, on a un plan d'action en faveur de l'ESS qui est assez engagé sur le territoire.
On a, avec les partenaires du territoire, notamment les actions notamment d'accompagnement à la création d'activités comme Initiative 95 ou France Active Seine-Marne-Essonne et toutes celles qui sont mentionnées sur la slide. Voilà, on travaille voilà, pour développer un dispositif d'accompagnement et financement pour accompagner l'émergence de l'innovation sociale, et ce qui nous a effectivement poussé à répondre à l'appel à mention d'intérêt du French Impact, et donc d'être labellisé territoire French Impact. Très concrètement, ce que ça nous a permis, c'est de consolider tout notre écosystème de l'innovation sociale sur notre territoire, et surtout, effectivement, d'orienter et de cadrer un petit peu plus notre stratégie en matière de développement de l'ESS. On a effectivement choisi de répondre à 3 défis, donc l'économie circulaire, les mobilités inclusives et ce qui nous rassemble aujourd'hui, la question de l'alimentation durable. Donc c'était un petit peu notre point d'entrée par rapport à voilà, notre direction de l'ESS. Mais effectivement, l'alimentation reste, comme vous le savez tous très bien, une thématique extrêmement transversale et qui est portée du coup dans notre agglomération par différentes directions et différents cadres et schémas directeurs, donc comme la charte agricole et forestière du Grand Roissy, portée par la direction de l'aménagement. On a aussi un plan climat, air et énergie du territoire qui est porté par notre direction développement durable. On a toute la dynamique aussi du renouvellement urbain qui porte aussi une dimension forte sur la thématique de l'alimentation. Mais effectivement, voilà, nous, on est parti voilà, de l'ESS pour développer nos projets en matière notamment d'alimentation. Et voilà, on parlait du projet de la fourche à la fourchette, donc c'est notre projet initiateur de notre démarche. Mais avant même de déployer ce projet-là et toutes ces démarches aussi au niveau de l'agglomération, il y avait sur le territoire des initiatives locales qui ont aussi voilà, nous ont accompagné dans notre réflexion. Donc là, j'en cite 3. Donc par exemple, on a le café-restaurant, l'association Réseau d'échange et de restauration. Vous trouverez sur le RTS un déniché pour vous sur cet acteur-là, effectivement, qui porte 2 entités, à la fois un café-restaurant d'insertion, le 1959, en gare de Gare-Charcel. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas notre territoire, c'est un territoire qui est voilà, fortement urbanisé. C'est en quartier politique de la ville, où effectivement, en termes de restauration, voilà, il y a beaucoup de kebabs, beaucoup de restauration rapide, bref. Donc, l'idée de ces cafés-restaurants, c'est à la fois de pouvoir proposer une alimentation de qualité voilà, à des coûts accessibles à la population et facile l'insertion professionnelle. Cet acteur aussi porte le Food Lab 95, qui est en fait l'acteur a réinvesti une ancienne cuisine centrale de 800 mètres carrés et a déployé un cookworking, donc un espace de cuisine partagée et à la fois un incubateur culinaire, donc permettant l'essor de nouvelles initiatives économiques en matière de restauration et effectivement en partageant toutes ces valeurs de l'ESS, de l'alimentation durable et de la transition. On avait également un baluchon qui était sur notre territoire, donc hébergé en fait chez RER pour amorcer le projet Le Radis. Donc le Radis, donc restauration anti-gaspillage à double impact social. Donc l'idée de ce projet-là, c'est de récupérer les invendus de la grande distribution, les transformer en repas de qualité et les distribuer à des personnes qui sont en difficulté dans la structure sociale. Et donc ce projet-là a également aussi dans cette même période-là de temps avait été aussi accueilli donc chez RER, enfin en tout cas au sein du Food Lab. Voilà. Face au Covid, voilà, le projet a été réapatrié dans ses locaux historiques et dans son territoire historique qui est la Seine-Saint-Denis, notamment sur Romainville. Donc voilà, c'est 2 initiatives qui nous ont accompagnés et qu'on a pu accompagner dans leur phase d'amorçage et de développement. Et on a aussi une collectivité que je note ici, donc la ville de Moussy-le-Neuf, qui est une petite ville rurale, qui a également choisi depuis maintenant plusieurs années de relocaliser son approvisionnement, relocaliser l'approvisionnement pour fournir une alimentation assez dans sa cantine sur sa propre ville, et donc a choisi de réinstaller un maraîcher et également une association d'insertion qui complète l'offre de maraîchage du maraîcher pour alimenter la cuisine. Donc voilà, pour vous expliquer, on avait sur le territoire des initiatives engagées notamment sur les questions des initiatives de l'ESS qui ont choisi l'alimentation durable comme projet de développement. Et voilà, c'est un petit peu la conjugaison entre l'accompagnement de ces projets-là, notre labellisation French Impact qui nous a poussé à répondre à un appel à projet de l'ADEME en 2019 sur l'aide au changement de comportement. Et cet appel à projet nous a permis de structurer davantage notre projet, notre stratégie de gouvernance alimentaire territoriale. Et donc, on a choisi de porter le projet de la fourche à la fourchette qui répond à 3 objectifs.
relocaliser l'approvisionnement alimentaire, lutter contre le gaspillage alimentaire et rendre accessible l'alimentation durable. Et concrètement, comment on déploie un petit peu ces objectifs-là, comment on répond à ces objectifs. Donc, à la fois, comme je l'ai présenté juste avant, on continue d'accompagner des projets ESS qui sont engagés en faveur de l'alimentation durable. Et pour rappel, donc moi, Marine Corin, chargée de mission d'innovation sociale, je suis rattachée à la direction emploi, politique de la ville et ESS. Donc, j'ai cette casquette-là, en fait, d'accompagner les projets de l'ESS. Donc, voilà, ça continue, on continue d'accompagner ces projets ESS engagés en matière d'alimentation durable. Et également, il y a tout un pan d'action qui est dédié à l'animation territoriale. Donc, à la fois accompagner le changement de pratique des habitants du territoire. Donc, voilà, par un programme, le programme de la dernière assiette, c'est un programme d'animation territoriale qui est porté avec les acteurs du territoire, qui sont experts dans ces thématiques-là. Et également un programme pédagogique pour là aller toucher les scolaires sur le territoire à travers différents ateliers pédagogiques en partenariat avec l'association L'école comestible. Et enfin, l'animation territoriale, elle se déploie également à travers l'objectif de fédérer un écosystème autour de la question de l'alimentation durable en proposant au moins un événement par an. On l'essaye, on a réussi à le faire jusqu'à présent, jusqu'à cette année, pour rassembler en fait l'ensemble des membres de la chaîne alimentaire et arriver ensuite à déployer des groupes de travail thématiques. Donc voilà ce qu'on a réussi à faire depuis 2019. Et effectivement, un autre élément important, je pense, l'ADEME nous a aussi proposé d'être accompagnés sur la question de l'économie de la fonctionnalité. Donc l'économie de la fonctionnalité, pour la faire simple et bref, c'est l'idée de penser une nouvelle forme de modèle économique. L'idée de fournir aux entreprises, aux individus, des solutions intégrées, donc qui reposent sur la performance d'usage ou d'un usage. Très concrètement, on a pu être les précurseurs du programme Coopter, peut-être que vous en avez entendu parler, et de pouvoir être accompagnés pour développer des écosystèmes territorialisés de coopération. Et donc, pendant un an, avec du coup l'acteur donc Athemis qui a construit avec l'ADEME ce référentiel de l'économie et de la fonctionnalité, et l'association Appui, qui est experte en développement local en matière de restauration, on a pu être accompagné à la fois s'approprier ce nouveau modèle économique, mais également pouvoir identifier les acteurs sur notre territoire qui répondent un petit peu à ce nouveau modèle de développement, à ces nouvelles formes de coopération. Et aussi, on a pu accompagner notamment, par exemple, la boucle alimentaire locale de Moussy, dont je vous parlais tout à l'heure, où effectivement, sur le papier, c'est idéal. On a une collectivité, un maraîcher, une association d'insertion et une société de restauration. Sauf que dans les faits, il y a de la complexité parce que chacun a des enjeux différents. Et donc, l'accompagnement de ces deux acteurs-là permet de travailler justement cette question de la coopération, essayer de comprendre les enjeux de chacun pour répondre à l'objectif de cette solution qui est pensée pour les habitants, d'avoir accès à une alimentation locale, de proximité. Et donc, effectivement, cet accompagnement, donc voilà, très concret sur des cas d'études, mais également nous au niveau de notre gouvernance, parce que le projet de la fourchette à la fourchette, donc je pilote ce projet-là au niveau de la direction emploi de la ville, mais on travaille avec les autres directions dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'aménagement, la culture et le patrimoine, le développement durable, le pôle environnement, le pôle renouvellement urbain. On travaille avec toutes ces directions-là, et économie aussi, et artisanat et commerce. Et voilà, l'alimentation, comme dit, c'est très transversal. Et l'objectif de pouvoir travailler ensemble, sortir de la logique de CEO et répondre de façon concertée et en coopération à ces nouveaux enjeux-là et la question de l'alimentation. Voilà, on doit apporter des réponses qui sont quand même globales. Et donc, on a pu être accompagné par ce binôme d'acteurs pour penser aussi un petit peu mieux notre gouvernance, ce qui nous a poussé à porter notre candidature pour devenir projet alimentaire territorial. Donc, l'idée, c'est que la fourchette vient s'intégrer à un projet alimentaire territorial plus ambitieux, plus large, en fait, voilà, que l'animation territoriale, c'est plus ambitieux. Et donc, on a porté une candidature là en janvier dans le cadre du plan de relance avec l'appel à projet émergence de PAT. Et nous venons d'être lauréats, donc c'est tout frais, ça date de fin mars 2021. Et donc, nous allons engager un diagnostic partagé parce qu'effectivement, le projet alimentaire territorial, l'objectif très concrètement pour les territoires, c'est de pouvoir
dresser un état des lieux du système agricole alimentaire du territoire. Donc, ce qu'on n'a pas, même si on a certaines démarches engagées, certaines bouts de diagnostic, l'idée de pouvoir poser un diagnostic partagé, donc avec l'ensemble des maillons de la chaîne alimentaire, pour comprendre l'arrêté de notre territoire en matière d'agriculture et d'alimentation. Et ensuite, sur cette base-là de diagnostic et de ces enjeux prioritaires définis, l'idée c'est de pouvoir déployer et de travailler, de co-construire un plan d'action avec les acteurs sur le territoire. Voilà pour vous le petit panorama et le parcours, un petit peu le récit de notre territoire, d'une démarche, voilà, je suis partie de l'ESS parce que voilà, moi je travaille au niveau de cette direction-là, de ce projet de la fourche à la fourchette qu'on a construit à partir de notre direction, mais en concertation avec l'ensemble des directions de l'agglomération. Ça s'est conjugué de fait avec les initiatives du territoire parce qu'on n'est pas seul, bien évidemment, on ne fait pas sans les acteurs du territoire. Donc, travailler aux côtés de ces acteurs-là, du dispositif d'accompagnement aussi à l'émergence de l'innovation sociale. Penser un petit peu tout ça, penser collectivité et transversalité au niveau de notre collectivité et de pouvoir déployer, engager dans ce projet alimentaire territorial ambitieux. Voilà. Merci beaucoup, Marine. Je trouve que c'est très intéressant parce qu'on voit vraiment aussi toutes les étapes qui amènent à déposer votre candidature et à être lauréat en tant que coordinateur d'un projet alimentaire territorial et comment finalement cette inscription de l'économie sociale et solidaire et de l'écosystème de l'économie sociale et solidaire dans cette démarche s'inscrit dans le temps. Et donc, avec je trouve que c'est intéressant aussi de voir qu'on ne part pas de rien, en tout cas sur ce territoire. Et j'imagine sur beaucoup d'autres, et qu'effectivement, les relations partenariales qui sont déjà établies sont très importantes entre collectivités et acteurs, mais aussi les logiques de travail en transversalité au sein de la collectivité. Enfin, je trouve ça vraiment intéressant. Je vous invite à poser des questions dans le chat si vous souhaitez à Marine, sachant qu'on gardera aussi, après la présentation du projet alimentaire territorial du Pays de Langres, un temps d'échange. Mais si vous souhaitez la poser une question, n'hésitez pas. Moi, j'en ai une petite. Peut-être, Marine, si tu pouvais revenir sur finalement le travail qu'en tant qu'agglomération au Roissy Pays de France a fait en accompagnement de Moulins-le-Neuf. J'espère que c'est bien le nom de la commune. Voilà, peut-être nous dire assez concrètement finalement comment cet accompagnement s'est formalisé. Je pense que ça peut être intéressant. Alors, c'est la ville de Moussi-le-Neuf. Pardon. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de Moussi-le-Neuf. souci. Donc, Moussi-le-Neuf, donc une commune plutôt rurale sur notre partie seine-et-marnaise du territoire. Très concrètement, nous, au niveau de l'agglomération, comment on a pu les accompagner tout simplement déjà avec la mise en relation avec l'acteur, l'association d'insertion. En fait, la ville a choisi de se rapproprier son foncier. Donc déjà, c'est une entreprise voilà, au niveau de la collectivité et de la commune en elle-même, donc a choisi un maraîcher. Mais effectivement, il y avait la volonté quand même de travailler la question de l'insertion sur le territoire et de compléter l'offre du maraîcher. Et donc voilà, nous on a pu faire justement ce travail de mise en relation et de présentation d'acteurs du territoire, donc l'association Equalis en l'occurrence, qui du coup est experte en matière de chantier d'insertion sur le maraîchage et donc qui a porté ce projet-là sur le territoire. Voilà très concrètement la mise en relation et le travail aux côtés de l'agglomération, également du coup sur cette partie insertion. Donc nous on a l'accompagnement du PLI, donc qui du coup permet aussi le déploiement de chantiers d'insertion sur le territoire. Voilà, à ce niveau-là, effectivement, avec là, plus récemment, avec l'accompagnement d'Athémis et d'appui, donc sur l'économie de la fonctionnalité. Donc, c'est un accompagnement vraiment sur mesure, donc avec la responsable alimentation durable sur le territoire, sur l'île, où finalement, on vient travailler les coopérations. Les entretiens ont été menés avec chacun des acteurs de la coopération, le maraîcher, la société de restauration, l'association d'insertion, la ville, les élus et les techniciens, pour comprendre très concrètement comment ça se passe pour chaque acteur, quels sont les points un petit peu de limite de chacun, voilà, les a priori aussi que chacun ont, etc. Et pouvoir questionner un petit peu les enjeux de chacun pour que chacun puisse comprendre comment travaille l'autre et remettre aussi au centre le projet commun et comprendre un petit peu comment on peut lever les freins et travailler dans de meilleures conditions.
Oui, donc vous avez très concrètement travaillé sur les coopérations, la coopération et ce qu'elle suppose. Je partage une question de Lauriane Gabel de Pleine Commune qui demande quelles ont été les difficultés rencontrées. Au-delà du schéma idéal, peut-être fait-elle référence au schéma que tu nous as présenté, mais en tout cas peut-être tout simplement au témoignage. Voilà, si. Au niveau des difficultés, bah, on le sait tous, la transversalité, c'est génial dans les faits. Dans la réalité, voilà, il faut prendre le temps. C'est là où, du coup, je parlais de l'accompagnement d'Athémie s'appuie sur de la coopération sur une ville. Mais finalement, même nous, en interne, au niveau de notre gouvernance, de travailler en commun, même si voilà, l'ESS, c'est dans les gènes de l'ESS de travailler de cette manière-là. Nous, on travaille de cette manière-là au niveau de notre direction, mais il faut aussi pouvoir voilà, comprendre comment cette direction travaille, essayer de voilà, c'est un petit peu cet enjeu-là, je pense, de travail ou une difficulté à ce niveau-là. Et effectivement, dans ce qui est lié au projet alimentaire territorial, dans sa forme ambitieuse, c'est-à-dire qu'il faut aussi faire rencontrer tous ces acteurs-là. Les agriculteurs, les habitants, les maillons de la transformation alimentaire. Voilà, on pense que voilà, tous ces maillons-là ne se rencontrent pas forcément. Les agriculteurs même eux-mêmes, et ils nous l'ont dit, ne se rencontrent parfois même pas entre eux, au niveau, par exemple, des maraîchers. Les coopérations se font au cas par cas, mais voilà, ils essaient de la difficulté en tout cas, mais c'est aussi tout le challenge et toute la raison d'être du PAT, c'est de créer cet espace de dialogue, de cette coopération, de la renforcer. C'est à la fois les difficultés, mais aussi tout l'enjeu et l'objectif de cette démarche globale. Très bien, merci beaucoup. Peut-être une dernière question sur les financements posés par Joël Clavaglini. Je suis désolée, voilà, je ne sais pas qui vous êtes, mais en tout cas, voilà, sur les financements, j'imagine, obtenus en amont, par exemple, par l'ADEME, et puis peut-être le budget qui consacre l'agglomération, s'il y en a un déjà défini sur le PAT. Alors, effectivement, le cas du projet de la fourche à la fourchette, c'est l'ADEME, c'est l'appel à projet de l'ADEME qui finance le projet de la fourche à la fourchette. Par rapport au PAT, là, on attend encore les dernières informations sur l'enveloppe globale qui nous sera dédiée. Mais et alors, pour rappel, cet appel à projet, donc émergence de PAT, le Programme national d'alimentation, il y a 3 entités qui financent cet appel à projet, donc l'ADEME, le ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et le ministère des Solidarités et de la Santé, Santé et de Solidarité. Voilà, en matière de financement, les sources de financement possibles sur cette question-là. Effectivement, l'appel à projet du PAT, cette reconnaissance-là va nous permettre aussi de pouvoir émarger à d'autres financements de plus liés à la question de l'investissement. Là, on est vraiment sur la phase de diagnostic, donc faire appel à un prestataire pour déployer un diagnostic sur notre territoire avec les acteurs et les parties prenantes. Voilà. Merci. Et je partage une dernière question de Delphine Bourdin de France Urbaine qui demande comment se dessine la place de l'ESS dans ce futur PAT en préparation. Bon, je pense que voilà, je te laisse répondre, mais il me semble que vous en êtes vraiment aux prémices. On en est aux prémices complètement. La place de l'ESS, très le pilotage de ce PAT, il est porté par notre direction emploi ville et ESS. Donc voilà, déjà très concrètement, l'idée de pouvoir que l'ESS ne soit pas, et même de penser aussi l'imbrication de toute cette direction-là, non pas de façon sectorisée, sectorielle, mais bien de penser l'accompagnement de projet globalement. C'est un peu ça tout notre enjeu. Et effectivement, la place de l'ESS, le pilotage de ce PAT-là, voilà, peut-être y répond. Merci beaucoup, Marine. Si je peux juste une petite question, parce que vous parlez en direction emploi et comment ça intervient la direction du développement économique, que je pense que c'est toujours un des vrais sujets. Alors, nous, sur le territoire, c'est aussi un petit peu particulier. On a l'agence Roissy Développement, donc au niveau économie, en fait, on a 2 entités qui accompagnent le développement économique sur notre territoire. Donc, voilà. Mais effectivement, on travaille très étroitement et la direction, donc Destin, direction économie des territoires, innovation numérique, et on travaille avec eux, en fait, notre gouvernance. Je parlais des 5 directions. Très concrètement, le PAT sera, comment dire,
copiloté, en tout cas, on travaille vraiment avec toutes ces directions-là, donc développement durable, culture et patrimoine, aménagement, donc, qui comprend le pôle urbain et le pôle environnement, et la direction économie des territoires. Donc, effectivement, le SS, là, pour nous, est rattaché en plein pot de la ville, mais on travaille, on travaille très en lien avec la direction de économique sur le territoire. Merci beaucoup. Bon, Marine, de toute façon, tu restes avec nous, mais je propose qu'on passe au témoignage du PAT du Pays de Langres, en commençant à donner la parole à Patricia Andriot, qui est conseillère communautaire à Aubry-Vincennes-Mont-Saujonais, mais je le précise ici également, vice-présidente du RTES, et peut-être pour nous dire comment le PAT du Pays de Langres a émergé, avec quelle volonté politique, sachant que ce PAT a été lancé en octobre 2019. Hop. Patricia, tu n'as pas... Ton micro est coupé. Bonjour à tous, voilà, désolée, j'avais partagé l'écran et j'avais plus la main. Merci d'être si nombreux et puis de nous donner l'occasion de partager donc l'expérience, oui, qui officiellement a été labellisée en octobre 2019, mais en fait, on est quand même sur le sujet depuis 5 ans environ. Donc là, vous avez juste le site là, du Pays de Langres, parce que c'est la CCAVM qui est adhérente au RTES, mais on va vous faire une présentation à plusieurs voix pour à la fois montrer la volonté politique et puis des acteurs de l'ESS témoigneront de comment ils sont impliqués dans le projet alimentaire territorial. Le Pays de Langres, à l'opposé de l'expérience qu'on vient de voir, on a un territoire complètement rural, on est situé, vous le voyez, dans le Grand Est. Alors, on est dans la région Grand Est, mais aux confins de la Bourgogne, et on est au cœur du tout nouveau parc national et 11e parc national, qui est un premier parc au nord de la France, de forêt de feuillus. Donc, ça donne un petit peu plus de lisibilité à ce territoire. Et donc, sur le pays, on parle d'un pays de 48 000 habitants pour 168 communes. Et donc, on a une densité de 26 habitants au kilomètre carré, mais avec certains endroits, 6 à 10 habitants. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout sur les mêmes problématiques que le projet précédent. Voilà. Et en fait, ce qui a invité notre territoire à aller vers un projet alimentaire territorial, on est un territoire très agricole. Et c'est la rencontre conjuguée d'une volonté de consolider le rôle économique de l'agriculture, mais sa responsabilité environnementale. On est sur des zones d'agriculture intermédiaires, donc qui subissent l'évolution des marchés agricoles, enfin une rentabilité qui s'effrite avec le temps. Et puis des préoccupations environnementales importantes sur le territoire, avec notamment, on dit souvent que notre zone est le château d'eau de la France parce qu'on est au cœur des 3 bassins versants, donc une responsabilité en termes de qualité de l'eau importante, ce qui ne veut pas dire qu'on avait toujours une agriculture exemplaire, et puis avec des problématiques très concrètes dans certaines communes d'alimentation en eau du fait de l'impact de l'activité agricole. Donc on était interrogé en tant que commune ou communauté de communes sur l'évolution des pratiques agricoles sans savoir comment en faire. Et puis parallèlement à ça, il y avait beaucoup d'initiatives d'acteurs qui venaient pas là d'une volonté politique, autour de la consommation locale, autour notamment de l'alimentation scolaire. Un collège notamment sur le territoire a une démarche depuis des années exemplaire en matière d'alimentation, mais aussi en matière éducative. Louis Létoré de la Maison de Courcelles en reparlera. Et puis historiquement, une structure d'insertion qui fait partie du réseau de Cocagne qui en parlera aussi. Donc c'est vraiment le résultat. On a été poussé par la société civile, à la fois par le monde d'acteurs qui nous interrogeaient sur notre responsabilité en matière de qualité alimentaire, d'activité agricole, et puis aussi de participation en tant que collectivité. Et donc, on ne voit rien parce que à un moment donné, il y a eu une vraie maturité du territoire pour se dire on doit se saisir de cette question. Comme c'est au moment où il y a eu la loi et les premiers cadrages, avant la loi Egalim, les premiers cadrages
qui parlait de la question de la gouvernance et de reconquérir son autonomie alimentaire sur le territoire. On s'est saisi de ça, d'abord au niveau d'un appel à projet de la région, puis au niveau du premier appel à projet du ministère de l'Agriculture. On a obtenu des crédits déconcentrés de l'agriculture en 2019. Donc, c'est là où on a eu notre première labellisation régionale PAT et on vient d'être reconnu par le national, comme vous, comme Roissy, comme le projet précédent. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, cette conjonction-là qui a amené la volonté politique. Mais en 5 ans, on a radicalement changé dans l'expression de la volonté politique. Alors qu'au début, il fallait convaincre des collègues. Aujourd'hui, il y a un vrai suivi de la part des élus de l'ensemble du territoire, donc des 3 communautés de communes qui composent le pays de Langres. Donc ça, c'est un changement important. Sur la question de l'ESS, un mot avant de laisser la parole. On fait de l'ESS dans ce territoire beaucoup sans le savoir, donc sans qu'il y ait une formalisation, que ça soit très lisible. De fait qu'on soit en territoire très rural, beaucoup de services, le tissu associatif et des structures de l'ESS pour rendre les services sont très importants parce que sur beaucoup de sujets, que ce soit de services à l'enfance, aux personnes âgées, mais aussi dans le domaine alimentaire, en fait, le marché, enfin les acteurs privés ne se précipitent pas par manque de solvabilité parfois, et donc de ce fait ouais, je vois. De ce fait, c'est souvent des associations qui rendent le service. Et donc, il y a une place assez forte de l'économie sociale et solidaire. Et en construisant ce pacte, mais c'est les témoignages qui vont suivre, on a voulu donner aux acteurs de l'ESS, et c'est encore un débat qu'on a sur la cuisine centrale, qu'on a sur la production de repas, sur laquelle on est en train de travailler à un cahier des charges, qu'on se pose, mais il y a une volonté politique de dire il faut qu'on donne une place aux acteurs existants, aux acteurs de l'ESS, parce que pour nous, c'est de la valeur ajoutée et des emplois et une forme d'économie qui reste sur le territoire, qui promeut des emplois, voilà, parce qu'on a, si toutes les grandes structures habituelles de secteur n'ont pas leur siège social sur le territoire, sont soit à Dijon, soit à Lyon, soit à Paris, et c'est d'une certaine manière de la valeur ajoutée qui s'évapore du territoire. Voilà un petit peu comment je voulais exprimer la volonté politique sur le sujet avant de laisser la parole à Vanessa pour une présentation un petit peu plus technique. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi, je suis Vanessa Chanca, donc je suis en charge du projet alimentaire territorial du PETR du Pays de Langres. Donc, je vais juste te rappeler, donc oui, on a lancé ce projet alimentaire en octobre 2019. Et moi, j'interviens depuis décembre 2019 en fait sur la question, puisqu'un poste a été créé suite à ce lancement de projet. Donc, pour vous parler un petit peu du projet alimentaire, donc, il se définit, nous, au sein de notre territoire, par une stratégie alimentaire qui est formée de 3 axes d'action. Donc, le premier axe d'action, il vise plutôt à créer des conditions favorables pour mettre en relation l'offre de la production locale et la demande de la restauration collective. Donc, dans le but d'approvisionner la restauration collective en produits locaux et de qualité. Donc là, aussi en apportant des solutions logistiques, techniques et aussi liées à la commande publique durable, parce qu'on sait que c'est un problème pour l'approvisionnement de la restauration collective. Donc là, on a des réflexions en cours sur un futur service, en tout cas outil logistique sur notre territoire pour pouvoir faciliter l'approvisionnement de ces produits locaux, ou en tout cas faciliter l'acheminement de ces produits vers la restauration collective, avec une priorité déjà donnée aux scolaires, pour commencer par une expérimentation plus petite et élargir un petit peu le service à terme. Et on a aussi un travail qui a été lancé avec les comités de communes qui forment notre territoire, puisqu'elles disposent de la compétence scolaire et donc de fourniture de repas, sur la question des marchés publics et comment aller vers plus de produits locaux, ou en tout cas trouver des techniques et des astuces de rédaction dans les marchés publics pour aller vers ce type d'approvisionnement. Et on est aussi sur, comme le disait Madame Andriot, une réflexion qui porte sur l'organisation de la production de repas sur notre territoire en termes de restauration collective et comment développer, renforcer l'offre de production de repas sur le territoire. Donc, il va se formaliser par une étude d'opportunité et de faisabilité à venir.
Donc, le deuxième axe, il concerne là plus l'éducation alimentaire. En tout cas, il vise à faire émerger, développer des actions éducatives et pédagogiques liées à l'alimentation durable. Alors, tels que des ateliers de sensibilisation pour la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'éducation au goût, la valorisation de l'agriculture, ça peut être la consommation de plus de produits locaux ou en tout cas, comment trouver ces produits locaux sur le territoire. Ça peut être la cuisine, tout simplement, des ateliers cuisine, en tout cas tout ce qui touche à la nutrition, à la santé. Et c'est aussi de mettre en place des actions de formation, puisque voilà, on souhaite aussi toucher aussi bien les convives, alors je parle des scolaires, lycéens, etc., mais aussi ceux des hôpitaux, des EHPAD, etc., de la restauration collective dans sa globalité, mais aussi le personnel et les accompagnants voilà, des convives en restauration collective. Donc, la formation, c'est un point important. Et aussi de mettre en place des outils pour toucher ou en tout cas permettre au plus grand nombre de connaître les possibilités d'approvisionnement local sur le territoire. Le troisième axe d'action du PAT, il est porté sur l'économie alimentaire et l'agriculture. Donc là, on est dans l'émergence de projets innovants et en tout cas, c'est plus une casquette d'accompagnateur de porteurs de projets agricoles sur le territoire, donc pour les guider dans leur démarche, en tout cas vers les bons interlocuteurs pour une installation dans les meilleures conditions, puis aussi pour mener à bien leur projet. Et aussi cet axe, il vise, je dirais, à maintenir et développer l'agriculture qui est déjà présente sur le territoire, bien évidemment, mais aussi de la renforcer par plus de diversification, développement de filières. Ça peut être en aidant des exploitants sur des questions précises, voilà, pour leur développement, ou des producteurs dans leur démarche d'approvisionnement de la restauration collective. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui viennent un petit peu ponctuer l'accompagnement de ce type de porteurs. Et il s'agit aussi également de renforcer notre marque de territoire, parce qu'on a une marque de territoire sur le Pays de Langres, qui est le Made in Pays de Langres, et qui regroupe plus d'une centaine d'adhérents. Alors là, on est sur une marque territoriale qui est plutôt axée sur la valorisation des savoir-faire du territoire, donc qui n'englobe pas que l'alimentation, mais quand même avec une forte en tout cas, part de producteurs et de transformateurs sur le territoire qui intègrent cette marque. Donc, en complément de ces axes d'action, nous, on a aussi la volonté de développer une stratégie de communication qui est tournée évidemment vers l'alimentation durable, mais pas que, puisque du coup, le but aussi, c'est pas forcément simplement de parler du PAT et de ses actions, mais d'aller au-delà, en fait, et de permettre au plus grand nombre d'avoir des informations, en tout cas d'avoir des communications sur l'accès à plus de produits locaux, sur en tout cas tout ce qui peut être utile à leur information sur la question de l'alimentation et sur le territoire. En ce qui concerne l'intégration des acteurs de l'ESS en fait, dans cette stratégie, on a fait le choix il y a plusieurs mois de créer des groupes techniques thématiques. Donc, c'est des groupes techniques en fait, qui permettent d'accompagner et de contribuer en fait, à la mise en œuvre du PAT. Donc, ils concernent 4 thématiques différentes. Donc, les premiers qui ont vu le jour, c'est logistique et circuits courts. Donc là, on est vraiment dans le développement de cet approvisionnement en produits locaux pour la restauration collective et de trouver des solutions ensemble pour aller vers plus de produits locaux dans nos cantines. Le deuxième, c'est tout ce qui est commande publique durable. Donc là, on travaille avec les collectivités pour avancer sur cette question des marchés et d'une rédaction, on va dire, tournée vers l'approvisionnement. Le troisième, c'est tout ce qui est éducation alimentaire. Donc là, émergence de projets, définition en tout cas d'actions qui pourraient permettre de sensibiliser le plus grand nombre de personnes à l'alimentation durable. Et le dernier né, là, qui intervient depuis cette année, c'est la question des outils de production de repas, avec là des groupes techniques du coup interprofessionnels, si je peux dire, avec aussi bien des élus, des associations, donc des acteurs évidemment de l'ESS, la société civile qui est représentée aussi par le Conseil de développement territorial et qui intervient sur ce type de groupe
Voilà. Ce que je pouvais dire peut-être sur le projet alimentaire territorial, et bien évidemment, vous le rappeliez, c'est qu'il a été labellisé projet alimentaire territorial tout dernièrement aussi, comme nos collègues de Roissy. Donc voilà, on est très contents de ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et du coup, on va tout de suite donner la parole à Aline Pindavoine, qui est directrice de la Régie rurale du Plateau. Et normalement, vous pouvez prendre la main pour partager votre écran Bonjour à tous. directement. Bonjour à tous. Alors, la Régie rurale du Plateau, c'est une association d'insertion par l'activité économique basée en Pays de Langres. C'est une association qui a 23 ans et qui a été créée à l'époque avec le soutien des acteurs publics. Ça, c'est important de le souligner. Dès le démarrage, dès la création de l'association, il y avait cette forme d'alliance avec des acteurs élus du territoire et des associations pour pouvoir agir dans un contexte de perte de population et de perte de vitesse de l'emploi et de l'activité sur le territoire. Alors, parmi nos activités support, nous avons une activité de maraîchage biologique. Nous avons aussi un autre pôle qui est orienté sur l'entretien des espaces des communes, l'entretien de l'environnement, le bois énergie et la restauration de patrimoine. Et nous avons ce pôle maraîchage et alimentation, qui lui a émergé en 2000. Alors l'activité naît aussi de cette volonté des partenaires de pouvoir diversifier l'offre d'insertion localement et la diversifier en répondant à des besoins émergents non satisfaits. Et donc l'alimentation et notamment le bio sont à ce moment l'activité choisie. Alors l'association, c'est environ 40 personnes, une dizaine de permanents et 30 équivalents temps plein dans notre conventionnement en atelier chantier d'insertion. Nous avons un conventionnement atelier chantier d'insertion avec l'État et le département. Alors, ce que je pourrais vous dire vis-à-vis du thème de cet après-midi, c'est qu'en fait, quand on prend un peu de recul sur l'historique de l'association, on voit bien qu'à des moments clés, les acteurs du territoire se sont associés pour permettre un développement, pour le coup, de notre activité autour de l'alimentation et du maraîchage. Quand je reprends la chronologie, 1997, la création de l'association, association qui est hébergée, abritée, hébergée sur un site qui appartient à l'intercommunalité. Donc un bâtiment qui est réhabilité dans le cadre d'opérations de réhabilitation de friches, un bâtiment qui est mis à disposition de l'association moyennant un loyer modéré, et un bâtiment qui, à ce bâtiment, il y a des terrains. En 2000, quand on lance l'activité du jardin, on utilise donc ces terrains, qui n'étaient pas des terrains utilisés pour une activité maraîchère, on les utilise pour cultiver tout de suite en maraîchage bio, sous le concept des jardins de cocagne. Alors, jardin de cocagne, vous devez en connaître sur vos territoires. C'est un jardin d'insertion bio qui s'appuie sur un système d'adhésion de consommateurs qui se voient livrer chaque semaine sur des points de dépôt de leur choix, à proximité de chez eux, un panier de légumes. Ils choisissent la taille, le format du panier, et nous, ça nous sécurise, ça nous stabilise, et on peut se consacrer vraiment à l'accompagnement des personnes dans l'emploi et vers l'emploi. En 2000, on se lance donc sur le maraîchage de ce terrain, à peu près 1 hectare, terrain qui appartient à la collectivité. Et de 2000 à 2010, on va développer ce réseau de distribution de paniers. Et là, nouveau jalon, je dirais, en 2010, souhait, avec d'autres producteurs locaux, des maraîchers bio, on se connaît parce qu'on est ensemble dans le groupement des acteurs biologiques de Haute-Marne, et donc une réflexion, une envie de se lancer ensemble sur un nouveau circuit de distribution avec des produits de ces maraîchers et d'assurer pour notre part la logistique, l'animation, la commercialisation. Et en fait, en 2010, de nouveau, la collectivité intervient. Elle intervient pour racheter des terres, pour agrandir un petit peu le jardin et nous permettre de construire, de créer une réserve d'eau qui était nécessaire à l'activité.
De 2010 à 2019, on poursuit le développement donc, sur ce nouveau secteur géographique. Le réseau des adhérents de ces consommateurs se renforce. Et puis, eh bien, un nouveau jalon, qui est celui qu'on a aujourd'hui, et ça rejoint le PAT, 2020, envie de pouvoir jouer un nouveau rôle et de pouvoir jouer un nouveau rôle, je dirais, dans la structuration d'une filière bio pour nous, mais d'une filière alimentaire locale. C'est là qu'on se retrouve en phase avec le PAT qui vous a été présenté, hein, puisque les objectifs que vous voyez s'afficher là, ils correspondent aux valeurs, aux envies de notre conseil d'administration, de l'association. Alors, rapidement, parce que je ne vais pas vous faire la lecture, je crois qu'il vous sera envoyé. Mais on voit bien, si vous regardez ce bloc opportunité, c'est là que je fais le lien avec ce PAT. C'est-à-dire que oui, il y a une opportunité parce que oui, il y a une émergence d'une consommation, d'une autre envie de consommer de la part des publics. Et puis aussi, le bio est complètement sorti d'un marché de la marginalité. Par contre, ça ne suffit pas parce que quand on veut relocaliser la production, moi, je crois beaucoup aux formes d'alliance des uns et des autres pour pouvoir y arriver. Ce projet alimentaire territorial qui apporte une animation, un lieu, on parle beaucoup des tiers-lieux en ce moment, et moi, je dirais que c'est un peu notre tiers-lieu de discussion où il y a pas, il y a des enjeux de réussite et de coordination de différents acteurs pour des objectifs communs qui nous rassemblent. Donc là, on en arrive à ce développement de liens avec les acteurs du territoire. Pour notre part et pour les maraîchers, sécuriser les débouchés et puis travailler pour structurer une filière. Alors voilà, moi je trouve que la volonté politique et notamment cette volonté de relocaliser la production et d'approvisionner en local, elle est très importante pour appuyer les projets que nos structures de l'ESS peuvent avoir et peuvent porter à leur échelle, mais ça ne peut se pérenniser et se développer qu'avec ce soutien-là. Puisqu'en face, quand on regarde les menaces, il y a des nouveaux acteurs sur l'approvisionnement d'Aristoco qui ne sont pas du tout forcément des acteurs locaux. Le bio, ça fait toujours un petit peu, ça peut faire des marches arrière. Circuit court, ça ne veut rien dire, circuit court. Donc, il faut que le territoire puisse s'emparer aussi et que la collectivité, qu'un PETR puisse s'emparer de ces enjeux-là pour que les acteurs puissent travailler ensemble. Merci beaucoup. Je voulais un peu vous dire. Merci beaucoup. Je propose de donner la parole maintenant à Louis Létoré, qui est directeur de la Maison de Courcelles, pour nous présenter alors rapidement la Maison de Courcelles et puis surtout la manière dont vous intervenez, vous contribuez au PAT. Ah, on ne vous entend pas, Louis. Est-ce que vous entendez ? Oui. C'est mieux ? Non. Bonjour à toutes et à tous, pardon. Louis Létoré, je suis le directeur de l'association d'éducation populaire La Maison de Courcelles, qui gère un hébergement qui accueille des enfants principalement en classe de découverte et en colonie de vacances, avec des projets de libre circulation et de libre choix. Et c'est dans ce cadre qu'on bénéficie d'une cuisine ouverte et pédagogique pour permettre aux enfants de participer à la confection des repas et d'être sensibilisés à l'alimentation. Et dans les réflexions que nous avons portées dès 2015 au sein de notre jeune gouvernance, on a un CA de moins de 25 ans, c'était de se reposer la question de l'alimentation et d'apporter un projet qui était en cohérence avec les valeurs pédagogiques que nous défendions à destination d'enfants. De cette réflexion, on s'est senti dans l'obligation d'être entouré de personnes qui avaient des compétences et l'expérience. Et je vais faire écho à ce qu'a dit Patricia Andriot. On a été chercher un chef de cuisine, le chef Simonel, qui travaille dans un collège à Protois sur le territoire et qui était dans une pratique vertueuse d'une alimentation saine et locavore. Donc, on a été chercher du militantisme aussi auprès de producteurs locaux qui souhaitaient en tout cas nous accompagner dans cette réflexion d'une cuisine ancrée sur son territoire. De cette réflexion avec la gouvernance et ses partenaires, il y a 3 axes qui se sont dégagés. Un axe autour de la pédagogie, un axe autour de l'insertion par l'activité économique
et puis un axe autour un peu expérimental de partage d'espaces de production et de transformation à destination des producteurs du territoire. La réflexion de l'alimentation, elle nous a permis en effet de travailler sur la création d'un chantier d'insertion restauration collective qui nous a permis en parallèle de pouvoir assurer la restauration scolaire à destination de 2 cantines qui sont basées sur notre territoire. C'est un petit volume de repas, mais il nous semblait intéressant que cette démarche de réflexion elle soit aussi concrète et qu'elle puisse s'appuyer en tout cas sur la dynamique du territoire d'une communauté de communes qui souhaitait en tout cas relocaliser aussi les espaces de production pour l'alimentation scolaire. Donc on s'est inscrit en continuation, on s'est inscrit dans la continuité de tout ça. Alors pour répondre à la question, la maison de Courcelles, elle produit en moyenne entre 250 et 300 repas par jour. On gère un hébergement donc le midi et le soir, et puis donc on a aux alentours de 80 repas qui partent en cuisine satellite, on va dire, en dehors de la maison de Courcelles pour alimenter la restauration scolaire. Très rapidement, on a rencontré les producteurs locaux avec qui on a envie de travailler et on s'est dit mais il faut qu'on crée des synergies. Et ces synergies, elles se sont traduites par un premier acte, ça a été de rénover l'ancien four à pain de notre maison. On gère un ancien orphelinat du XVIIIe siècle, il y avait un four à pain. On a créé un laboratoire et on a fait le choix d'installer un boulanger en résidence permanente sur la maison. Il produit un pain au feu de bois, au levain, avec des farines de blés anciens qui poussent à proximité. Et ce pain, il est accessible, bien sûr, à la maison de Courcelles qui achète ce pain, et il est accessible aux habitants du territoire parce qu'il est aussi à la régie rurale du plateau, dans des paniers solidaires. Et ce qui est important pour nous, c'est qu'on a fait le choix de lui mettre à disposition gratuitement l'espace de travail. La seule contrainte qu'il a, c'est de pouvoir accueillir des enfants dans le cadre de nos actions qui seront sensibilisés à une pratique boulangère, voilà, d'un pain au feu de bois qui n'est pas forcément accessible à tous. Et ce pain, il est accessible d'autant plus à tous parce que le boulanger n'a pas à faire supporter un coût d'investissement de l'unité de production, parce que c'est bien l'association de la maison de Courcelles, accompagnée de fonds leaders, accompagnée de la région Grand Est, qui ont permis, et de la fondation RTE, qui ont permis en tout cas de créer cet espace. Ensuite, on a été dans l'idée de salarier le maraîcher bio du village, dans une idée de pas à ce qu'il produise les légumes de la maison de Courcelles gratuitement, on continue à lui acheter sa production, mais qu'il nous amène un savoir-faire sur un accompagnement de nos équipes de cuisine dans un travail à destination des autres producteurs du territoire et aussi dans une pratique vertueuse de saisonnalité des produits et puis de mettre en place un jardin pédagogique pour permettre aux enfants de comprendre de la fourche à la fourchette, je vais reprendre aussi ce terme, les enjeux d'une alimentation saine et qui prend soin. Et la troisième étape, ça a été de se poser la question aussi d'accueillir une apicultrice. Alors au début sur un partenariat pour créer un rucher école à la maison de Courcelles, toujours dans cette idée de transmission. Et puis rapidement, on a exprimé, enfin l'apicultrice a exprimé aussi un besoin de valoriser son savoir-faire, et donc nous avons fait le choix de la salarier aussi sur un petit temps horaire pour continuer à animer ce rucher école, mais aussi pour soutenir sa démarche de créer un conservatoire de l'abeille noire au cœur du parc national dans lequel nous nous trouvons, parce qu'elle, dans le cadre de son activité agricole, elle ne pouvait pas concilier des ressources liées à sa production et aussi des ressources liées à l'ingénierie. Quand elle réfléchissait sur ce conservatoire, elle n'était pas rémunérée. Donc nous avons fait le choix de la rémunérer aussi pour amener cette dynamique, cette synergie. Et puis dernièrement, ces quelques derniers jours, nous avons fait le choix d'accueillir une pâtissière qui va lancer son activité sur le territoire. On lui met à disposition gratuitement notre cuisine de collectivité pour lui permettre, dans un premier temps, de pouvoir commencer à commercialiser ses pâtisseries sur un territoire où, par cette pratique de producteurs en résidence, on va donc encourager, ce n'est pas nous qui le portons, mais encourager la mise en place d'un marché dans le village de Saint-Loup-sur-Aujon, où nous situons, de 6 habitants au kilomètre carré, parce qu'on va soutenir ces producteurs, ça va créer une émulsion,
il y a des choses qui nous échappent à la maison de Courcelles. Certes, nous gagnons en qualité alimentaire, mais il y a aussi des choses qui nous échappent dans cette relation-là. Enfin, là, maintenant, ça va un petit peu plus loin, c'est qu'on va créer une transformerie qui va permettre aux habitants du territoire de pouvoir extraire du miel, presser un petit peu quelques fruits, être accompagnés par nos producteurs partenaires, mais aussi être un espace de transformation supplémentaire à destination des producteurs qui seront partenaires de notre association. Ensuite, nous, sur le chantier d'insertion, c'est un tout petit chantier. Nous avons conventionné avec les services de l'État et le conseil départemental sur un 6 équivalent temps plein. Donc, on est vraiment sur une toute petite partie des produits d'exploitation de la maison de Courcelles, mais elle va s'inscrire quand même dans la continuité de notre modèle économique. On a aujourd'hui 24 salariés. On a un budget de fonctionnement de 900 000 € qu'on autofinance à 90% par les actions que nous mettons en place. Donc, un quasi-autofinancement de nos actions, les 10% restants étant les aides à l'emploi liées au chantier d'insertion. Donc, on a envie aussi de s'inscrire dans cette démarche de création d'économie résidentielle, c'est-à-dire qu'on va chercher des groupes et des enfants qui viennent de territoires urbains, périurbains, qui viennent sur notre territoire. Et le projet alimentaire va apporter aussi cette création d'un partage d'une économie des villes qui vient vers un territoire rural et qui permet en plus de prendre soin des enfants, d'apporter de l'éducatif, de pouvoir mieux rémunérer et mieux valoriser le travail des producteurs qui sont issus de notre micro-territoire. Et ça fait l'objet de recherche-action. Actuellement, on a la chance d'être accompagné par Jean-Louis Laville, ce qui nous a aidé dans un premier temps pour mettre en mots notre modèle socio-économique. Et puis, dans un deuxième temps, d'essayer, et là, c'est le temps qui va arriver, de créer des outils qui vont permettre de transmettre à d'autres cette idée d'une économie du bien vivre ensemble qui s'inscrit dans des logiques d'une politique publique. On est dans un pacte qui soutient la démarche, on s'inscrit dans les réflexions, mais ce n'est pas une économie prédatrice qui viendrait nous fragiliser, nous mettre en concurrence avec les acteurs du territoire. Et ça, pour nous, c'est un vrai outil, un vrai levier pour le développement de notre territoire et forcément pour le développement de notre association. Voilà. Merci beaucoup pour vos 4 témoignages qui, je trouve, illustrent très, très bien les articulations et les complémentarités entre les différentes parties prenantes en fait, de ce projet alimentaire territorial. Et puis, voilà, comment vous avez travaillé au fur et à mesure dans le temps sur des coopérations en fait, autour de l'alimentation. Il est déjà 14h30, on arrive déjà à la fin de notre échange. Il y a eu plusieurs questions et il me semble que la plupart d'entre elles, vous y avez directement les uns les autres répondu dans le chat. Il y avait une question sur la marque territoriale et les critères de participation à cette marque territoriale. Patricia Andriot y a répondu et en partageant également le lien. Les sites vers les structures. Alors, je précise que effectivement, comme à chaque fois, cet échange est enregistré et puis on en fera une synthèse et on partagera tous les documents, diaporamas et aussi liens vers les structures dans notre article retour sur cet échange. Est-ce qu'il y a une question qui reste? Patricia, peut-être? Oui, il y a une chose qu'on n'a peut-être pas mis en avant et je voudrais insister, c'est qu'il faut une volonté politique pour la place de l'ESS. On a par exemple fait le choix, nous, de donner de la place sur le volet éducatif dont a parlé Vanessa, à faire monter pour aller faire un travail, par exemple, sur la lutte contre le gaspillage, sur l'éducation alimentaire, en privilégiant les structures de l'ESS. Quand on a été labellisé PAT, la première fois qu'on a eu des crédits régionaux, on a un peu croulé sous des structures qui proposaient des prestations clés en main. Parfois des structures d'ailleurs de l'ESS. Et on a fait le choix, mais qui du coup prenaient le budget. Et on a fait le choix, nous, d'essayer de renforcer la compétence d'assaut local, mais qui n'avait pas forcément la compétence innée. Mais à la fois parce qu'on s'est dit, c'est des associations, des structures ancrées sur le territoire et à la fois ça consolidera leur modèle économique. C'est un chemin plus compliqué. On a parfois du mal à convaincre même nos collègues élus là-dessus parce qu'on sait que c'est pas leur cœur de mission, que voilà. Et puis c'est des débats peut-être parfois plus compliqués avec les acteurs locaux, mais qui à mon avis ancrent mieux les choses. Et là encore, qui vient consolider l'écosystème local. Mais pour pouvoir faire ça, c'est quand même des choix politiques. Et donc, il faut vraiment à la fois une alliance entre la volonté des élus et puis les techniciens
dans les collectivités qui jouent ce jeu-là aussi. Donc, c'est une alchimie un peu compliquée. Je voulais juste dire cette idée qui est au cœur, à mon avis, de notre sujet du jour et quel choix qu'on fait et qu'on assume, mais qui n'est pas le choix le plus évident. Non, mais tout à fait. Qui est le plus évident pour nous, évidemment, mais pas le plus simple, je veux dire. Tout à fait. Je vois plusieurs têtes qui acquiescent. Je pense que voilà, c'est largement partagé. Effectivement, oui, la volonté politique forte est extrêmement importante. Je pense aussi sur les enjeux de commande publique que vous avez évoqués. On n'a pas forcément le temps là d'expliciter les astuces évoquées par Vanessa Shankar en matière de commande publique pour qu'elles soient accessibles aux structures de l'ESS. Je renvoie là-dessus peut-être aussi aux travaux que mène le RTES. À moins que Patricia, je crie que tu allais dire un mot précisément là-dessus. Mais en tout cas, je vais vous mettre l'adresse de Vanessa et vous pouvez aussi, sans que ça croule, mais je veux dire, voilà, s'il y a des préoccupations, autant faire partager notre expérience, qu'on a beaucoup nous-mêmes usé du partage de réseaux et d'expériences d'autres qui étaient plus avancés. Voilà, et donc au côté RTES, on a aussi un point de repère sur marché public et économie sociale et solidaire qui met aussi en évidence toutes les dispositions du Code de la commande publique pour rendre les marchés accessibles aux structures de l'économie sociale et solidaire. Et si bien sûr les intervenants sont d'accord, on partagera également leurs coordonnées. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci beaucoup à nos 5 intervenants du jour pour le partage de leur témoignages, retour d'expérience très riche. Et puis, je reviens vers vous avec une proposition de synthèse. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain, très certainement, pour un autre échange, mais je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Pour l'instant, je ne peux pas vous donner de rendez-vous précis, mais il y aura d'autres échanges sur le sujet alimentation durable et ESS organisé par le RTES. Et oui, je réponds à Flo Le Nulzec. On vous renvoie les documents, les liens, les diaporamas et l'enregistrement. Bonne fin de journée.